Notre édition spéciale continue, on est toujours au Palais d'Iéna, le sommet de la mesure d'impact. J'accueille Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes haute commissaire à l'enfance, c'est un nouveau job en quelque sorte. Quelle est votre mission? Racontez-moi. En réalité, c'est de mettre l'enfant au centre de nos politiques publiques, mais aussi au centre de notre société pour une raison toute simple. J'ai eu la chance d'être ministre de la Jeunesse, d'être ministre pour le coup de l'enfance, des familles, et à chaque fois, on est rattaché d'une certaine manière à son administration. Où la majeure, elle est santé, où la majeure, elle est éducation, où la majeure, elle est action sociale, vulnérabilité. Mais à aucun moment, on se dit que la journée d'un enfant, elle n'est pas saucissonnée par tranche horaire et du coup, tranche de responsabilité. Un enfant, il est à la fois élève, patient, évidemment frère, sœur, adhérent d'une association et surtout citoyen. Et c'est bien la philosophie du Haut-Commissariat, protéger immédiatement contre les vulnérabilités et les dangers, prévenir demain, en commençant aujourd'hui, et c'est tout le sujet de l'impact, évidemment accompagner tous les professionnels et les acteurs autour, du parent à l'enseignant, en passant évidemment par les éducateurs. Alors évidemment, on parle d'un capital humain en devenir quand on parle des... Moi je dirais même autre chose. Oui, dites, allez-y. Je dirais même, en réalité, c'est un actif. Alors le mot est très particulier et je sais qu'il prête à sourire. Parfois... il va choquer certaines oreilles, mais bon, c'est pas grave. Mais je peux dire pourquoi. Ouais. On a longtemps considéré que c'était sur le ressort... finalement de la morale, de la bienveillance, qu'on devrait bien se comporter vis-à-vis des enfants. Mais en réalité, les enfants sont des actifs de notre société, des actifs collectifs. Aujourd'hui, on parle de démographie et de ses conséquences, les conséquences économiques, évidemment, de la dénatalité. On parle des conséquences en termes de santé, de l'exposition ou de l'emprise des algorithmes sur les enfants. On parle aussi d'employabilité, d'insertion professionnelle si le capital santé est bousculé. Et puis enfin, bien sûr, de protection au sens, je veux dire, le plus primaire du terme, et donc de prévention primaire. Je parle d'évacuer de certains secteurs, évidemment, les prédateurs qu'on connaît. Je parle bien sûr de la petite enfance, du périscolaire ou de l'aide sociale à l'enfance. Mais en quoi c'est un actif ? C'est un actif parce que c'est une condition au développement économique. Et s'il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement économique durable. Ouais, d'ailleurs, l'un de nos invités dans cette émission nous citait une étude américaine qui montre que l'investissement dans la petite enfance, les tout petits, au moment où le cerveau se forme, c'est un investissement public qui rapporte, c'est une étude américaine, $1 pour les enfants les plus défavorisés, ça rapporte $25 tout au long de la vie. C'est de ça dont on parle. C'est exactement de ça dont on parle. Mais c'est partiel. On parle de l'investissement public, bien sûr, oui, parce que c'est notre devoir de société que de protéger les plus petits. Les 1000 premiers jours, qui est une politique publique que je porte, on sait que c'est le moment où le développement cognitif de l'enfant est le plus fort, par le lien d'attachement, par l'apprentissage des mots, par finalement le développement psychosocial qu'aura l'enfant. Mais là, on parle que d'investissement en réalité public. Moi, mon enjeu, c'est que le monde économique, les investisseurs, les financeurs, prennent conscience que la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des enfants ne peut pas exclusivement dépendre d'une régulation ou d'une obligation à venir. Et donc, comment on pense finalement le Safe Child by Design au moment de la conception, qu'il n'y ait pas d'externalité sur les enfants. Ça passe par les questions de santé, et là, évidemment, dans l'industrie de l'agroalimentaire, la question du sucre ou du sel ou des produits transformés à destination des enfants. On parle bien sûr du monde du numérique aujourd'hui, avec l'économie de l'attention. Ouais. Et puis, on ne peut pas s'en défaire, mais la question du One Health et de la santé environnementale et finalement la vulnérabilité des plus jeunes. Si on intègre la protection de l'enfant en amont, quand on est un investisseur et qu'aujourd'hui on sait évaluer... On y gagne, il y a un retour sur investissement, c'est ça ? Exactement, ouais. Beaucoup plus important parce qu'aujourd'hui, on a attendu une quinzaine d'années pour avoir la régulation, par exemple sur des secteurs dangereux. Je pense évidemment au tabac, des choses qui sont, on va dire, préservées, dont on préserve les enfants. Oui. On dit c'est à partir d'un certain âge. Mais le temps de la régulation de ces industries-là ne sera absolument pas le même face au numérique aujourd'hui. Et donc il y aura une accélération, d'où la question de l'actif à préserver et donc la vulnérabilité stratégique des entreprises qui n'intègrent pas cette évaluation. Et alors, de quels moyens vous disposez au commissariat à l'enfance et quelles actions, parce que j'ai bien compris le côté transversal en fait de la réflexion, de quelles actions vous pouvez mener? En réalité, les trois grands champs d'action, la protection qui est plutôt très immédiate. Là, ça va être la lutte contre les violences sexuelles, le continuum de violences que peuvent connaître les enfants. Là, on va faire des choses qui vont être très judiciaires, très régulation.
Par exemple, j'ai rendu obligatoire le contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire les antécédents judiciaires des professionnels aux côtés des enfants. On va l'étendre à tous les secteurs où il y a un contact avec un enfant. Ça, c'est vraiment très immédiat. Ouais. Mieux intervenir et mieux faire participer les enfants dans les politiques qui les concernent. Ça va être le conseil des personnes qui ont été victimes dans l'enfance pour s'appuyer sur, malheureusement, l'expérience qui a été la leur, mais pour mieux faire la politique de prévention. Les questions de prévention, ils sont un peu différentes parce que ça va aller de l'attractivité des métiers. On sait que la petite enfance est très en tension. Les métiers du prendre soin sont très en tension. La question même éducative, finalement, comment on intègre les nouvelles révolutions, en tout cas technologiques, dans la question de l'éducation et de la souveraineté cognitive de nos enfants, parce qu'en découle risque d'ingérence, santé mentale, cohésion de notre société. Les enjeux sont assez systémiques. Et puis enfin, la question de l'accompagnement. Et c'est toute la politique de soutien à la parentalité en entreprise et en droit. Par exemple, avec le congé parental qui a été rallongé, les congés de naissance. Ouais. Alors on est au sommet de la mesure d'impact, donc forcément il faut que je vous pose cette question de comment vous mesurez l'impact pour ensuite choisir les bonnes politiques publiques. Ça va au-delà du Haut-Commissariat à l'enfance, mais c'est quand même une question centrale. Vous, à votre niveau, comment vous mesurez l'impact? En réalité, il y en a plusieurs. D'abord, un chiffre qui est glaçant. Aujourd'hui, on a un enfant qui est victime de violences sexuelles tous les 3 minutes. Plus on réussira à augmenter le taux d'alerte, typiquement l'appel au 119 ou les enfants accueillis dans les UAPET qui sont des unités spécialisées, plus on augmentera les condamnations, plus on évitera d'avoir des prédateurs condamnés auprès des enfants. On en a retiré 3000 qui étaient en poste et qui avaient été condamnés. Ça, c'est typiquement une mesure immédiate. Mais elle ne présage pas de l'impact futur. L'impact futur, on va le mesurer plutôt avec les questions de santé physique et de santé mentale. Ça va être l'autonomie, ça va être la confiance, ça va être aussi la lutte contre le non-accès au droit, ou en tout cas le non-usage du droit. Je pense évidemment à des sujets comme mon soutien psy qui a été spécifique aux adolescents. Et ensuite, il y a un impact qui m'intéresse beaucoup, mais qui, aujourd'hui, il est à plus long terme. C'est à quel moment les investisseurs publics et privés intègrent la question de l'impact jeunesse et enfance dans le screen qu'ils font de leur portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on calcule et on donne un prix au carbone. Mais alors, aux externalités négatives sur les enfants, rien, absolument rien. Mais est-ce qu'on pourrait appliquer ça aux lois aussi ? C'est-à-dire de se dire que systématiquement, on intègre à la loi l'impact qu'elle va avoir sur l'enfance, quelles que soient les lois d'une certaine façon. Moi, quand on avait la présidence de l'Union européenne, j'ai porté une ambition qui était la clause d'impact jeunesse européenne. Okay. Malheureusement, elle n'a pas été au bout de l'ambition que ça pouvait avoir, mais je me suis fait des super bons amis. D'ailleurs, la ministre autrichienne de l'époque était très allante. Nous avons une clause d'impact en France, la clause d'impact jeunesse. Mais soyons très honnêtes, elle est partielle, plutôt atrophiée pour ne pas dire autre chose. Et surtout, elle n'intègre pas à mes yeux la force de la publication, de la transparence. Et donc, oui, elle est remplie, mais elle n'est pas qualitative. Alors, c'est une opportunité certainement pour les politiques publiques, mais il n'y a politique publique que s'il y a mouvement dans notre société. On parlait de la mesure de l'impact et à quel point les jeunes sont déjà aujourd'hui associés à cette mesure et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en la matière ? En fait, ce qu'il faudrait améliorer, c'est le fait de systématiser la capacité le retour d'expérience. Exactement, et accueillir les enfants dans les endroits où on parle d'eux. Ils ne sont jamais autour de la table. C'est vrai. On parle beaucoup d'eux, alors sans eux. Et l'idée, c'est par exemple, d'augmenter dans les mesures, en tout cas c'est un de nos KPI, en tout cas chez Recherché, 6% des communes aujourd'hui ont un conseil municipal jeune. C'est quand même Il y a de la marge de progression. Énorme. Vu qu'on a plein de nouveaux maires aujourd'hui et plein d'exécutifs, un des engagements qu'ils pourraient prendre, avoir un adjoint en charge des droits des enfants, qui est transversal, et d'installer et d'accueillir un conseil municipal enfance-jeunesse. Ouais. Et alors, il y a la question de la temporalité aussi. À quel moment cette mesure de l'impact des politiques publiques ou privées d'ailleurs, ce que vous nous disiez, sur les jeunes, à quel moment il est réalisé? Est-ce qu'il n'est pas trop souvent réalisé après, quoi? C'est-à-dire quand le mal est fait d'une certaine façon. Bien sûr que si. C'est le mal français, soyons très clairs. Aujourd'hui, les politiques de prévention, globalement, et en particulier sur les sujets des enfants, sont peu évaluées. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un budget de l'État, un budget du gouvernement, un budget français qui est siloté.
on a des silos. Le budget de la santé, le budget de l'éducation, le budget du soutien à la parentalité, le budget de la politique familiale, le budget jeunesse. Et à aucun moment, on consent à investir très massivement pour que demain, on n'ait pas à faire du curatif. Et comme les budgets sont annuels, eh ben, ça réduit en fait l'opportunité, l'ambition de la prévention. Le dernier volet qui n'est pas anodin, qui est très français aussi, c'est le fait que nous avons un modèle social, moi que j'aime, que je défends, mais qui peut-être parfois apporte des limites. Ces limites, c'est que les externalités sur notre jeunesse, aujourd'hui, sont socialisées. C'est la société qui porte ces externalités. Ouais. Quand une entreprise dégrade la santé mentale des adolescents, je pense à des procès en cours, je pense à TikTok, au monde du numérique en particulier, les conséquences de cette santé mentale dégradée, elles sont portées par qui ? Par la collectivité, par nous. Et donc, comme on ne se retourne pas contre celui qui a dégradé à l'initiale le capital humain, ou en tout cas le trésor des enfants ou des adolescents, alors investir dans la prévention en amont, avant d'attendre la régulation, est une sorte de pari, mais ce n'est rien d'autre qu'une fuite. Oui, mais c'est effectivement un pari, parce que là, vous parlez de TikTok, on peut citer d'autres géants internationaux du numérique qui sont à peine soumis, qui sont soumis au droit européen, mais bon, qui le contestent. Voilà, ils s'en affranchissent. Donc c'est un défi pour la puissance publique de faire respecter ce que vous décrivez. C'est-à-dire que de ne pas attendre que les externalités négatives aient produit leurs effets pour éventuellement faire un procès qu'on n'est pas sûr de gagner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est réaliste, ce que vous proposez ? Oui, c'est réaliste, mais il ne faut pas être naïf. C'est réaliste parce qu'aujourd'hui, la judiciarisation et les condamnations américaines sont extrêmement fortes et coûtent très cher, qu'on voit que les directions des affaires juridiques de ces entreprises commencent à mettre de côté de l'argent pour payer. Mais enfin, on n'est pas obligé de laisser des drames arriver et de payer en compensation. La régulation va aller plus vite, en tout cas à mes yeux. La preuve, des pays entiers interdisent par exemple des sites de jeux vidéo addictifs où il y a des pédocriminels. Je pense à Roblox et l'Égypte, c'est un exemple. La majorité numérique va beaucoup plus vite que ce qu'on a pu connaître sur d'autres politiques publiques. Mais pour être encore plus fort, c'est ce qui s'est passé avec Chine par exemple, après la vente de poupées pédocriminelles. 45% de perte de chiffre d'affaires immédiat parce que les consommateurs français ne souhaitaient pas finalement participer au soutien d'une plateforme qui ne respecterait pas les droits humains. C'est ce qu'on appelle le name and shame en bon anglais, quoi. Je pense que le name and shame sur les sujets, en tout cas de protection des enfants, du respect de leur dignité, va plus vite, plus fort peut-être, que malheureusement ce qu'on a pu connaître pour les questions environnementales. Un dernier mot, il nous reste une grosse minute. Vous parliez de notre modèle social. Ça va être, moi je l'espère, mais un enjeu majeur de la présidentielle d'après vous ? Ce sera un élément majeur, ce sera même la pierre angulaire. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de démographie, s'il n'y a pas de peuple français, il n'y a plus de commun. Et donc protéger les enfants déjà nés, c'est une chose. Accompagner les parents à répondre à ce désir qui est là, qui est encore réel, en est une autre. Mais ce qui est certain, c'est que protéger les enfants, ne pas les laisser sous la prédation ou sous l'emprise de nouveaux défis qui jusque-là étaient transférés aux parents en disant « c'est vos enfants, vous les éduquez, vous les élevez ». Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. Ces questions de prédation numérique, de violence et malheureusement même de santé sont tellement des industries systémiques avec des fondements de l'économie de l'attention que oui, la régulation est nécessaire et que la puissance publique a toute sa place et toute sa part à prendre. Merci Sarah El Haïry, à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact dédié à ce sommet de la mesure d'impact ici au Palais d'Iéna à Paris. Je vous dis à bientôt sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut!